Bonjour à tous, bonjour à toutes. Harcèlement, coups, insultes font souvent partie du quotidien des professeurs et des élèves. Avec plus de 700 000 élèves concernés chaque année par le harcèlement scolaire et des actes de violence de plus en plus médiatisés, la question se pose: comment répondre à ce phénomène ? Loin d'être si évidente, la violence scolaire est un phénomène complexe qui peut prendre diverses formes telles que les violences physiques, verbales, psychologiques et plus récemment le cyberharcèlement. Quelles sont les réponses éducatives apportées ? Comment lutter, prévenir les violences scolaires ? On y répond avec nos deux invités. Bonjour Marie Cartier. Bonjour. Vous êtes professeur agrégé de lettres, chargé de cours à l'Université Lyon 2, membre du comité d'experts contre le harcèlement au sein du ministère de l'Éducation nationale et cofondatrice de l'association Centre Résis, le centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Et avec nous en studio, Max Chung-Ming. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'auteur de Violence et justice restaurative à l'école, coécrit avec le psychologue Éric Verdier aux éditions Duno. Vous êtes formateur sur les questions de climat scolaire dans l'Académie de Nantes. Tout à fait. Vous êtes, merci à tous les deux d'être présents dans ce rendez-vous fidélité. Vous avez tous les deux des propositions pour répondre à ces problématiques de violence à l'école. On en parlera tout à l'heure. Avant cela, l'année dernière, les médias se faisaient l'écho de drames qui ont ému l'opinion publique et agité la classe politique. Il s'agissait d'agressions particulièrement brutales. On se souvient en avril dernier de Shemseddine, 15 ans, qui a succombé à ses blessures après avoir été lynché à la sortie de son collège de Viry-Châtillon dans l'Essonne. Plus récemment, une institutrice était filmée en train de frapper un enfant de 3 ans. On approche là peut-être un autre problème, mais ces violences physiques extrêmement graves, est-ce qu'elles sont plus fréquentes ou est-ce qu'il s'agit d'une hausse des signalements ? Que disent les enquêtes de la direction de l'évaluation du ministère de l'Éducation nationale, la DEPP, concernant les violences physiques et verbales dans les écoles ces dernières années, Marie Cartier ? Alors, au niveau des enquêtes, je suis désolée, je n'ai pas les chiffres des enquêtes. Oui, mais qu'est-ce qu'elles disent par rapport à ces violences physiques ? Ce que les enquêtes montrent, c'est quand même une dégradation des relations dans l'institution, une dégradation des relations même dans les équipes enseignantes. Et les violences physiques, moi je pense, sont toujours l'aboutissement de micro-violences qui se développent en amont. Elles n'apparaissent pas d'un seul coup. Et d'ailleurs, quand on parle de harcèlement scolaire, on parle en réalité de micro-violences qui deviennent dangereuses parce qu'elles prennent effet dans un groupe qui les alimente et qui ne peut pas les stopper. Et c'est ce qui fait qu'on arrive à des faits de violence physique. Ça n'arrive pas d'un seul coup, les violences physiques. La grande majorité des violences en milieu scolaire, elle est quand même constituée d'actes d'incivilité, de victimation, souvent mineures, mais répétées. Oui, et invisibles. Et invisibles. Extrêmement douloureuses, parce que comme elles sont invisibles, elles n'émeuvent justement personne, elles ne font réagir personne, et elles peuvent durer pendant des années. Ouais. Donc c'est tout le côté caché de l'iceberg, dont on parle moins que des violences qui sont très visibles, évidemment, qui défrayent l'actualité. Vous, Max Chung-Ming, vous êtes d'accord avec ça et vous dites même qu'un établissement dans lequel il n'y a pas de harcèlement, ça n'existe pas. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'irai même plus loin. Je crois qu'il n'y a aucune micro-société dans laquelle le harcèlement n'existe pas. En fait, le harcèlement, c'est la conséquence de violences, comme le disait Marie Cartier, qui sont souvent invisibles et qui, finalement, tournent mal. La question du harcèlement, ça n'est qu'une partie visible de l'iceberg. Mais je crois aussi que les mots ont un sens. Quand on parle de violence scolaire, moi, j'ai du mal avec cette appellation. Moi, je dirais qu'il y a des violences qui se déroulent à l'école. Mais la violence scolaire en soi, pour moi, ça ne veut pas dire grand-chose dans le sens où elles naissent, par exemple, quand vous parlez de l'homophobie, vous avez des gamins qui passent à l'acte suite à des propos homophobes. L'homophobie n'a pas été inventée par l'école. L'homophobie, elle existe bien en dehors de l'école, et l'école n'en est pas l'alpha ni l'oméga. Il est le lieu de l'expression ? C'est un des lieux. Un des lieux d'expression. Un des lieux d'expression. Ça se passe au sein de la famille, ça se passe au sein des clubs sportifs, ça se passe d'ailleurs même de façon tacite. C'est-à-dire que même sans qu'elle soit exprimée clairement, il y a des jeunes et des moins jeunes qui se cachent par peur d'une norme établie. La question,
elle est beaucoup plus large que ça, selon moi. C'est une question de normes. C'est-à-dire, vous dites, il se cache derrière une norme établie. Expliquez-nous. Nous, on appelle ça la normopathie. C'est-à-dire que quand vous avez une norme dominante, qu'elle soit explicite ou tacite, une mauvaise norme, pour moi, en l'occurrence, c'est une norme qui va exclure quelqu'un à la fin. Et en général, qui est exclu, c'est le bouc émissaire. Et d'ailleurs, même un bouc émissaire, il n'est même pas... Enfin, avant de parler d'exclusion, on va dire que c'est quelqu'un qui n'est pas inclus. Quelqu'un qu'on ne voit même pas, qui ne mérite même pas qu'on fasse attention à lui. Quand on exclut quelqu'un, c'est qu'on l'a déjà vu. Alors, c'est pas agréable d'être exclu d'un groupe, mais au moins, on l'a vu. Mais avant ça, il y a des gens qu'on ne voit même pas. Ça, c'est la plus, enfin, pour moi, une des violences les pires. Et finalement, celui qui n'est pas vu, le bouc émissaire, en tout cas, nous, on considère que c'est un pré-harceleur ou un pré-harcelé. Donc, il s'agit effectivement de traiter toutes les formes de violence. Et il y en a tellement. Et oui. Et donc, pour moi, quand on dit qu'il y a de plus en plus de violence, moi, je crois qu'en fait, on a changé de lunettes. On a tout simplement changé de lunettes, c'est-à-dire que moi, ça fait 30 ans que je travaille à l'Éducation nationale. L'histoire malheureuse qui s'est passée à Viry-Châtillon, malheureusement, moi, j'en ai vécu, et d'ailleurs, j'en parle dans mon livre, à Évry, et personne n'en a parlé. Je peux vous en raconter plein d'histoires comme ça. Parce que derrière ça, il y a l'instrumentalisation. Qu'est-ce qu'on va dire derrière ? Ah, tiens... tel parti politique ou tel autre parti politique a besoin de nourrir son débat pour glaner des voix et va dire que finalement c'est lié à tel ou tel concept. Alors c'est là où on confond lien de concomitance et lien de cause à effet. Mmh. Alors ils se sont tapés dessus, pourquoi ? Parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils étaient musulmans, parce que ci ou ça, donc ça nourrit un besoin de faire passer tel ou tel message. Et donc, moi, je considère que finalement, la question, elle a toujours existé. Et faire croire que c'est nouveau, moi, je pense que c'est passer d'un extrême à l'autre. Alors, il y a le phénomène maintenant du numérique, une violence qui, finalement, est-ce que les réseaux sociaux amplifient ce phénomène de violence, selon vous ? Peut-être Marie Cartier. Oui, j'aimerais bien réagir d'abord à ce qu'a dit Max Chungming. C'est très intéressant cette analyse. Il y a effectivement très intéressant de réfléchir, est-ce que la violence est scolaire ou est-ce qu'elle est ailleurs et elle entre dans l'école. Et là-dessus, je pense qu'on a un point de vue un peu différent. Je pense pour moi qu'il y a une violence, enfin je le pense avec Jean-Pierre Bellon, d'ailleurs mon collègue, avec qui j'ai fondé le Centre Résiste, qu'il y a une violence proprement scolaire et que le système scolaire, l'institution scolaire, c'est un système complexe qui crée, comme tous les systèmes complexes, des qualités émergentes. C'est-à-dire des choses qui se passent, qui n'appartiennent à aucun de ces individus, mais qui apparaissent parce que tous ces individus sont pris ensemble dans ce système-là précis. Or, le harcèlement scolaire, c'est un phénomène spécifiquement scolaire. Alors, on le retrouve dans d'autres structures similaires. Ça peut être des centres de vacances où les enfants aussi sont en permanence ensemble, en permanence pris dans des activités collectives, en permanence, pris en groupe par des adultes qui les encadrent. Ça peut être des clubs de sport, on trouve des phénomènes un peu similaires, mais c'est vraiment ce type de contexte où on place les enfants ensemble, jour après jour, au niveau de l'école, des années, pour vivre absolument tout, leurs apprentissages, leur temps de récréation, les temps de repas, pour tous ceux qui déjeunent à la cantine. Et dès qu'ils ont le téléphone, ils passent ensuite sur les réseaux sociaux, ils restent ensemble, le groupe reste ensemble, alors même qu'ils rentrent à la maison. C'est l'institution scolaire qui crée ces conditions-là. Vous voyez, anthropologiquement, ce n'est pas quelque chose de naturel. Et ce qui se passe à l'école, ça n'est pas juste quelque chose qui entre dans l'école et qui vient de l'extérieur, c'est l'école qui le fabrique. Hannah Arendt l'avait très bien expliqué dans La crise de l'éducation. Elle n'a pas du tout nommé le mot de harcèlement, mais elle a exactement décrit l'apparition du harcèlement du fait de ces effets de groupe qui emprisonnent les enfants. Il faut comprendre une chose, c'est que dans un effet de groupe, on change totalement de personnalité. Ça concerne les enfants, ça concerne aussi des adultes. Surtout quand la personnalité n'est pas totalement fondée. Lorsqu'on est enfant, la personnalité est en évolution.
Mais même les adultes, hein, ne nous croyons pas à l'abri de cela. Chacun d'entre nous doit rester très modeste. Mais pour les enfants, évidemment, qui entrent si petits à l'école et qui sont en plein, évidemment, totalement encore immatures, en plein développement, vous imaginez à quel point le groupe a une puissance d'influence sur chacun de ses membres. Les enquêtes de psychologie sociale ont montré à quel point ça déforme complètement les comportements. Et le harcèlement scolaire, vous voyez, par exemple. Moi, j'ai rencontré énormément d'élèves qui ont subi du harcèlement scolaire. Ils témoignent très souvent du fait que tel camarade, qui se conduit de manière tout à fait sympathique, quand ils le rencontrent en dehors, dans des activités tout à fait extérieures, paisibles ou dans des liens avec les familles, se conduit exactement comme les autres de façon odieuse dans le cadre scolaire. Donc il y a bien, si vous voulez, une dimension contextuelle, un cadre spécifique que l'école, malheureusement, crée. Qui fait apparaître ces comportements Max, de brimade. vous voulez réagir? Oui, je veux réagir. Je vous vois dire non de la tête. Je dis oui et non. Alors, désolé. on vous écoute. Non, mais c'est je dis le oui et non, parce c'est que, très en important. fait, pour moi, effectivement, il y a des violences qui ne se passent qu'à l'école et qui sont générées par l'école, dans le sens où les personnes sont aux mêmes endroits, mais tout découle pour moi des normes. Effectivement, moi aussi je rencontre beaucoup d'élèves, puisque ça fait 30 ans que j'ai les mains dans le cambouis et que je suis avec les élèves. Et donc, du coup, la question à chaque fois de la violence, pour moi, elle est amplifiée suite à plusieurs phénomènes. D'abord, à partir du moment où on maintient de la verticalité et de l'étanchéité entre les différentes personnes. Là, en l'occurrence, quand quelqu'un vient me raconter une histoire, je l'écoute, mais je ne le crois pas, il n'y a pas de blanc-seing. Parce que, si vous voulez, je n'ai pas le contexte du groupe. Ça, c'est hyper important. Parce que parfois, celui qui m'est présenté comme victime, eh ben, parfois, c'est l'auteur. Et donc, du coup, si je n'ai pas permis la compréhension de tout ce qui se passe dans le groupe, je ne peux pas aller plus loin. Je vais revenir un petit peu aussi sur le fait que l'école inventerait. Moi, je crois que c'est le fait, comme je le disais, de la norme et de mettre des humains aux mêmes endroits qui génèrent du harcèlement. Je ne crois pas que, si on prend l'exemple très puissant de l'esclavage, au niveau micro ou macro, là en l'occurrence, on peut dire quand même que cette violence mondiale et qu'on pourrait presque comparer à du harcèlement plus, ça ne s'est pas passé à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? On a mis un groupe d'humains ensemble. Il y a des normes qui étaient largement établies et qui ont fait qu'il y a eu des boucs émissaires en puissance et en quantité incroyable. Et donc, moi, ce qui me gêne dans certaines réflexions, c'est de séparer les adultes d'un côté et les jeunes. Pour moi, il y a toujours des adultes qui sont soit spectateurs, soit auteurs, soit victimes. Et donc, pour le coup, dire le harcèlement scolaire et entre enfants, je pense que c'est une voie d'entrée, mais qui, pour moi, est réductrice. Marie Cartier, oui. est-ce que... Non, ah oui, pardon, je vous laisse. Je suis d'accord. Non, je suis d'accord que les adultes jouent toujours un rôle. Hein. Et justement, c'est bien parce que le harcèlement est une affaire scolaire que c'est l'institution scolaire qui doit s'en occuper en premier lieu, parce qu'elle a les moyens. Et si on se donne les moyens, on peut toujours corriger les défauts d'une organisation. Vous voyez, mais effectivement... Mais le harcèlement n'existe pas qu'à l'école, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire oui, que moi, il y a oui. tout un tas de micro-sociétés ou tout un tas d'entreprises où le même phénomène est décrit, que ce soit des élèves ou pas. Et donc, considérer que l'école serait l'alpha et l'oméga, pour moi, et en plus, je pense qu'on arrive à la fin de l'histoire. Moi, je considère avec mes collègues que le bouc émissaire est la clé d'entrée. Pourquoi? Parce que le bouc émissaire est un pré-harceleur ou un pré-harcelé. C'est la suite d'une stigmatisation qui est mise en place. Et les normes sont partout. Elles ne sont pas qu'à l'école.
Oui, mais l'école doit pour autant régler ce problème-là, c'est ce que vous dites, Marie Oui. Mais Cartier. pas seul. Et je pense Oui. que le mot harcèlement a quand même été mal choisi pour définir ce qui se passe à l'école et que toutes les formes de harcèlement ne se ressemblent pas. Je pense qu'on a, Oui. malheureusement, vous savez, on est les seuls en France à avoir choisi ce mot. Les Anglais vont parler de bullying at school, Anatole Picasse parlait de mobbing, hein, ce qui évoque l'effet de groupe, hein, c'est bien autre chose. Euh, les Espagnols, les Canadiens vont parler d'intimidation. Jamais les Anglais ne diraient harassment, hein, pour ce qui se passe à l'école. Et nous, on a choisi un mot qui malheureusement, effectivement, recouvre, euh, englobe différentes formes de violence qui ont des points communs, mais qui ne sont quand même pas similaires. Il y a de grandes différences entre le harcèlement entre adultes, par exemple, et ce qui se passe à l'école. Et je crois que ça, c'est ce qu'Anatole Picasse avait très bien remarqué. Dans le harcèlement entre adultes, il y a de toute évidence une volonté de nuire. Les adultes ont un cerveau qui est constitué, ils savent ce qu'ils font, et ils ont quand même une forme de liberté que l'enfant n'a pas. Chez les élèves, c'est ce qu'Anatole Picasse avait remarqué très tôt, il y a un écart énorme entre les comportements de certains enfants et en réalité, la personnalité tout à fait gentille et tout à fait charmante qu'ils peuvent avoir, et même le regret qu'ils peuvent avoir de ce qu'ils commettent, des actes qu'ils commettent, à partir du moment où on leur donne la possibilité de s'arracher à ces faits de groupe qui les emprisonnent. Lorsque les enfants sont pris dans les groupes au quotidien, mais imaginez ce que c'est, nous on ne le vit plus en tant qu'adultes, mais imaginez au quotidien d'être dans une classe nombreuse où vous êtes tous soumis à la même règle, où tout le monde se surveille, où tout le monde craint un peu le regard des autres et le jugement des autres, en plus du jugement de l'adulte, où il ne faut pas faire le moindre faux pas parce qu'on peut se moquer de vous, et ça c'est tout le temps en permanence, mais cet état-là est très particulier. Donc les enfants s'adaptent, s'ajustent, font des compromissions incroyables. Moi, j'ai eu des témoignages d'enfants qui font des compromissions incroyables pour rester dans le groupe, qui renient complètement leurs valeurs, leur éducation, leur choix, leur goût, leur sensibilité, leurs affections. Ça fait rien. Ils aiment bien celui-là, mais non, ils vont quand même le renier, quand même le rejeter, alors que finalement, en leur fort intérieur, ils aiment bien cette personne. Donc, l'enjeu, c'est de les arracher à ça. C'est pas du tout ce qui se passe dans le monde des adultes. Vous voyez, dans le monde des adultes, il y a la volonté Alors, de nuire. et, Elle n'est pas du tout claire dans le monde des enfants, la volonté de nuire, elle n'est pas du tout évidente. et dans ce cas-là, est-ce que, pour aller plus loin dans le sujet, est-ce qu'on peut Oui, corréler les différentes expressions de la violence avec les difficultés économiques et sociales rencontrées par les jeunes? Autrement dit, est-ce que la violence est plus présente dans les REP, les non. réseaux d'éducation prioritaire, ou est-ce que c'est une idée reçue? Alors, certaines violences peut-être purement qui viennent effectivement de l'extérieur, oui, pourquoi pas, hein. Je veux dire, s'il y a des violences à l'extérieur et ma foi, elles s'importent dans l'école, de ce point de vue-là, d'accord. Mais le harcèlement scolaire, hein, dans sa forme, Il est ces partout. fameuses Hmm. micro-violences qui sont... mais je suis d'accord avec mon collègue, il n'y a pas un seul établissement qui en soit exempt. Et les établissements les plus huppés en contiennent aussi, Et évidemment. j'aimerais avoir votre avis sur autre chose. L'actualité récente, elle a été marquée par des violences physiques à l'encontre des enseignants. On apprend dans l'ouvrage de Jean-Pierre Bellon, votre collègue, Marie Cartier, Oui, Renouer avec l'autorité à l'école, paru aux éditions ESF, qu'un enseignant sur deux voit son enseignement contesté et près d'un tiers subit des moqueries ou des insultes pendant ses cours. Est-ce que ces actes, et je vous pose la question à tous les deux, traduisent selon vous une perte d'autorité plus générale au sein de l'école? oui, Marie bien Cartier, et puis sûr. vous, Max Schuming, j'écouterai votre réponse. Oui, bien sûr. Alors, il faut comprendre de quoi on parle quand on parle d'autorité. Attention, hein. Mhm. Parce qu'aujourd'hui, le mot autorité n'est plus du tout compris. C'est-à-dire qu'on le confond complètement avec la coercition, c'est-à-dire avec tout ce qui concerne le fait de soumettre brutalement ou toutes les formes à la loi. La sanction elle-même est une forme de coercition. On croit que l'autorité, c'est forcément ça. Non, non, l'autorité, c'est justement quand on n'a pas besoin de la coercition. Ça vient quand même du mot auctoritas, hein, qui vient du verbe augere en latin augmenter. On ne soumet pas, on élève quand on applique l'autorité sur un enfant. C'est-à-dire qu'on l'attire vers soi, on l'attire vers soi. Et effectivement, l'autorité, par contre, comme elle est très fragilisée aujourd'hui à l'école, eh bien, le seul moyen qu'on a pour y pallier, c'est la coercition. C'est bien dommage d'ailleurs, donc on n'a plus que les sanctions pour essayer de pallier à ça. Mais les enseignants, bien sûr, souffrent au quotidien de ce défaut d'autorité parce que l'autorité repose sur un consensus. On ne peut pas l'imposer, elle doit être reconnue. Hmm. Si vous voulez, donc, s'il n'y a pas cette reconnaissance a priori de la valeur de l'enseignement,
de la dignité du professeur, de la nécessité de l'écouter et pour, euh, pour profiter et de sa part à lui, s'il n'y a pas dans la manière dont il applique évidemment son autorité, toutes les qualités de l'autorité, c'est-à-dire l'estime, la confiance, le regard positif sur l'autre, c'est tout ça l'autorité, hein. Et en même temps, c'est une parole évidemment qui s'impose. Si tout ça n'est pas, si vous voulez, instauré, alors on se perd soit dans les débats interminables, où on essaie d'expliquer, de s'expliquer, de réexpliquer, et là on n'en sort pas, soit dans le recours à la coercition, et malheureusement, ça ne règle pas tout. Oui, c'est ce qu'on verra justement. Max Chung-Ming, je voudrais avoir votre réaction par rapport à la crise de l'autorité dans l'école. Dans l'école, oui, mais je partage beaucoup de ce qu'a dit Marie Cartier. J'apporterai peut-être à certains moments des nuances. Moi, je crois vraiment au fait qu'on change de lunettes, premièrement. Les violences envers certains adultes, la difficulté en termes d'autorité, ça a toujours existé. Moi, j'ai des exemples quand j'étais élève qui ne sont pas forcément mieux, hein. Je veux dire, moi, je suis au collège tous les jours. Hein. Je passe devant les classes tous les jours. Pas donc, non, déjà, moi, j'ai du mal avec la prosopopée, déjà. Dire les élèves. Moi, il y a 300 élèves dans le collège, il y a 300 façons de se comporter. Et d'un groupe à l'autre, en fonction des connivences et des effets de groupe, ça ne fonctionne pas exactement de la même façon. Il y a 20 profs, il y a 20 façons de faire différentes. Et donc, du coup, mettre tout le monde dans le même panier, j'ai du mal. Et puis, alors, sur quoi on se base pour dire que, à nouveau, je pense qu'il y a une question de normes. Moi, quand j'étais gamin, je rigolais. Moi, j'ai la peau noire et je rigolais des blagues de Michel Leb qui faisait ces trucs sur les c'est pas mes lunettes, c'est mes narines. Voilà. Vous rigoliez de ça? Bien sûr, je rigolais parce que je pense que je fais partie aussi d'une partie de la population bouc émissérisée en tant qu'homme noir des quartiers sensibles. Oui, mais en fait, c'est comme pour les femmes. Et donc la question du bouc émissaire, c'est aussi le moment où on intègre son propre stigmate. Et donc, ce que je crois, c'est aussi, comme dans les quartiers sensibles, tous ces jeunes qui pensent que ils n'y arriveront pas. Alors, c'est pas le cas de tout le monde, mais beaucoup partagent cette chose-là. Et donc, à partir du moment où on change de lunettes, on peut faire tout dire à n'importe quel concept. Donc, l'insécurité est de pire en pire. Moi, j'aimerais bien qu'on sorte les chiffres du nombre d'agressions qu'il y avait au Moyen-Âge. Moi, ce que je vois par rapport à tous les chiffres autour de la victimation, puisque du coup, je travaille aussi en lien avec les enquêtes locales climat scolaire, ne disent pas forcément que c'est de pire en pire et que ça augmente. C'est plutôt une augmentation les conditions de travail. Oui. Les conditions de travail, elles évoluent. Et les prises en compte. Oui, mais parce qu'on a du mal à recruter. C'est les conditions. Les conditions comme à de travail. Exactement. Oui. Les conditions de travail sont pas forcément équitables d'un endroit à l'autre. Quand vous êtes dans un établissement où vous avez du mal à recruter des enseignants et que du coup vous avez beaucoup d'élèves sur tel ou tel axe, c'est peut-être plus compliqué. Voilà. Je voudrais revenir sur les réseaux sociaux, une dernière question pour cette première partie. Quand l'enfant sort de l'école, ce qui est très compliqué, c'est que la violence, elle le poursuit. Elle peut le poursuivre via les réseaux sociaux. Et là, l'école, qui au départ peut intervenir si la violence est entre ses murs, là, ne peut rien faire. Le principal n'a pas la main légalement sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Est-ce que des modifications sont envisagées pour justement pouvoir continuer à suivre si agression il y a sur les réseaux sociaux en dehors de l'école, par l'école? Moi, ce que je crois, c'est que à chaque fois, chaque violence, chaque histoire, chaque événement doit être creusé individuellement. Et la généralisation, j'ai beaucoup de mal avec ça. Moi, je vais vous donner un exemple très concret. L'année dernière, pendant les vacances scolaires, dans l'établissement scolaire dans lequel je travaille, il y a un groupe d'élèves, ou une personne qui a créé un faux profil en se faisant passer pour quelqu'un et a proféré des menaces de mort envers certains élèves. Ça s'est passé pendant les vacances. D'accord ? Au moment de la rentrée, quand les classes se sont constituées, les élèves n'avaient qu'une préoccupation, c'était de savoir qui avait créé ce compte. Ça veut dire que pendant les cours, après les cours,
avant les cours, ils ne pensaient qu'à ça. Donc, il y avait des micro-conflits qui étaient liés à ça, mais c'est des choses qui, par exemple, se sont passées pendant les vacances. Donc, moi, je pourrais dire, dans ma responsabilité de chef d'établissement, pour moi, puisque ça s'est passé, ça a démarré à l'extérieur, je m'en occupe pas, mais humainement, oui. il y a des gens qui vont mal. Les élèves, d'abord, et aussi des adultes par procuration, parce que comme les élèves ne vont pas bien, les professeurs, c'est difficile qu'ils aillent bien face à un groupe qui n'est pas en sécurité, où il y a du tumulte, où il y a des insultes. Personne ne va bien dans cette histoire-là. Donc, je crois que d'un point de vue purement de citoyen, on n'a pas d'autre choix que de traiter cette question-là. Et Marie Cartier, en quelques mots, vous, justement, les modifications sont envisagées au niveau du gouvernement pour que le principal puisse avoir la main sur ce qui se passe sur les réseaux sociaux ? Non, alors je ne suis pas du tout sûre qu'il y ait des modifications à ce niveau-là. Je préfère réagir et montrer tout mon accord avec ce que vient de dire Max Chungming. Il a totalement raison. Bien sûr, ce qui compte, c'est l'état de nos élèves. Comment vont-ils? Peu importe que ça se soit passé dans la rue, sur les réseaux ou dans la classe. Bon, bien sûr, dans la classe, si, c'est quand même un peu plus de notre responsabilité, mais notre responsabilité reste la même par rapport aux soins, à l'attention qu'on leur apporte. Et vous savez, dans le Code de l'éducation, ça par contre, c'est très clair, est entré en 2019, cet article disant que tout élève a droit à une scolarité sans harcèlement. Mais on ne précise pas où se passe le harcèlement. En fait, vous voyez, c'est-à-dire que l'élève doit aller bien. Et si c'est du cyberharcèlement, peu importe, ce sont quand même nos élèves. Et on peut peut-être se dire qu'il y a quand même deux grands scénarios dans le cyberharcèlement. Le premier scénario, c'est en fait, disons que ça se passe quand même entre élèves de l'établissement. Alors, ils se malmènent, ils malmènent un bouc émissaire, comme vous avez raison de le nommer. Ils malmènent un bouc émissaire en classe ou dans l'école en général. Et puis le soir, ça se prolonge sur les réseaux sociaux et puis ça revient le lendemain à l'école. Ça tourne en boucle. Dans ce cas-là, on a quand même vraiment la possibilité d'agir. Vous voyez, pourquoi est-ce qu'on n'agirait pas? Évidemment, c'est plus compliqué quand le cyberharcèlement apparaît en tout premier, qu'il n'y a pas eu de signe avant-coureur. Ça existe aujourd'hui. Vous voyez, tout à coup, une photo qui a été mise en ligne, qui met en difficulté un élève, un événement, que sais-je. Et d'un seul coup, un phénomène massif de cyberharcèlement qui tombe à très grande vitesse sur un élève. Là, on a un scénario plus complexe à traiter. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas, au contraire, mobiliser tous les adultes de l'établissement, d'une part pour réconforter, protéger, soutenir cet élève et sa famille, d'autre part pour impliquer des élèves autour de lui qui vont aussi le soutenir parmi les plus bienveillants. Et puis, quand même, je veux bien qu'il y ait la justice pénale, mais il y a quand même la justice scolaire. Un chef d'établissement, il a le droit de sanctionner. Il a le droit de, si on découvre, parce qu'on peut très bien voir des messages sur les téléphones portables, ma foi, on peut quand même convoquer, on peut quand même soit faire des rappels à la loi, soit poser des sanctions. Je ne vois pas du tout pourquoi on s'interdirait de le faire. Eh bien justement, c'est ce dont on va parler en dernière partie. Quelles solutions pour restaurer le climat scolaire? On abordera tout ce point-là avec vous, Max Chungming et Marie Cartier. On explorera vos méthodes également. Avant cela, il y aura l'Instant F. Tout de suite, on écoute les Vampire Weekend avec Step. Way back, I used to front like Andrew at Mechanicsburg, Anchorage, Dar es Salaam. Well, home in New York with champagne and disco, tapes from LA/San Francisco, but actually Oakland and Alameda. Your girls in Berkeley with a communist reader. Mine was in tune with a boombox and Walkman. I was a horrible girl that was back then. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now, I'm ready for the high. Such a modest mouth. I can't do it alone. I can't do it alone. Every time I see you in the world, you always step to my girl.
Ancestors told me that their girl was better. She's richer than Croesus, she's tougher than leather. I just ignored all the tales of a past life. Stale conversation deserves but a bread knife. And punks who would laugh when they saw us together. Well, they didn't know how to dress for the weather. I could still see them there huddled on Astor. Snow falling slow to the sound of the master. Your gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. Feel it in my bones. I'm stronger now. I'm ready for the house. Such a modest love. I can't do it alone. I can't do it alone. Wisdom's a gift, but you trade it for youth. Age is an honor, it's still not the truth. We saw the stars when they hid from the wood. You cursed the sun when it stepped to your good. Maybe she's gone and I can't resurrect her. The truth is she doesn't need me to protect her. We know the true death, the true wave of flesh. Everyone's dying, but girl, you're not old yet. Gloves are off, the wisdom teeth are out. What you on about? I feel it in my bones. I feel it in my bones. I'm stronger now. Nous sommes toujours en compagnie de Max Chung-Ming et Marie Cartier sur le sujet des violences scolaires. Et on prend quelques minutes pour poser des questions plus personnelles à nos invités. L'instant F. Marie Cartier et Max Chung-Ming, je vous propose un portrait chinois pour nous détendre et puis vous connaître un petit peu mieux. Alors, Marie Cartier, si vous étiez un mot, lequel vous seriez ? Oui, c'est difficile cette question. Je suis désolée, c'est pas facile. Les mots soient double tranchant. Ça peut être pour son côté poétique, le son ou la signification, c'est vous qui choisissez. Alors, je suis pas du tout sûre que ce mot me corresponde, mais en tout cas, je l'aime bien. J'aime bien un tout petit mot, c'est le tact. Et puis, il n'est pas à double tranchant, il n'est pas dangereux celui-là. Et pourtant, il a une très grande importance pour moi. Oui, tout à fait. Est-ce que ça vous parle, Max Chung-Ming, et quel est votre mot à vous ? Alors moi, le mot moi, ça serait le mot écoute. Parce que en ce moment, j'ai l'impression que on passe d'une norme excluante à une autre, et que le juste milieu, ça serait l'écoute. Voilà. Pour l'écoute, il faut du tact. Il y a des C, Clairement. il y a des T dedans. Ouais, mais... Exactement. C'est très proche, j'aime beaucoup. L'écoute, ça me parle aussi. Si vous étiez une cause à défendre, Marie Cartier. Écoutez, la cause de l'école, mais quelle école, hein ? Une école où les élèves étudient en paix et reçoivent une culture solide, je dirais. Max Chung-Ming. Moi, ça serait le bouc émissaire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est le sujet principal sur lequel je travaille, mais je crois que c'est le mal de la planète, en fait, quand je dis de la planète, en tout cas du genre humain, c'est-à-dire c'est de la fabrique à bouc émissaire. Il y en a à tous les niveaux, il y en a toujours eu, il y en aura toujours, malheureusement. Et que ce soit les personnes handicapées, en situation de handicap, que ce soit les femmes, que ce soit les personnes en surpoids. On les voit plutôt comme des victimes. Et vous parlez de bouc émissaire, c'est intéressant. Ouais. Comme les Indiens à une époque, les Noirs au moment de l'esclavage, les Palestiniens en Palestine, les Israéliens en Israël, les Juifs en ce moment et à une époque, enfin bref. Et donc, du coup, moi, ça serait ça. C'est de s'occuper de toutes ces formes de violence qui touchent n'importe quelle personne sur la planète, quelle que soit sa condition. Donc le bouc émissaire. Si vous étiez une qualité, Marie Cartier. C'est difficile de se donner des qualités à soi-même. Non, mais si vous en étiez une qui justement vous parle, que vous aimeriez représenter en particulier. Moi, j'aime bien la fiabilité. Donc vous incarneriez la fiabilité. Enfin, vous aimeriez, c'est la qualité qui vous... J'essaye, je trouve que c'est une bonne base par rapport à tout le reste. Et vous, Max Chung-Ming ?
Alors moi, c'est pareil, je trouve que c'est difficile, mais ce qu'on me renvoie, c'est le courage. Le courage, parce que même parfois, contre vents et marées, j'essaye de rester fixé sur certaines valeurs. Et puis là, tout dernièrement, j'ai traversé une longue période à l'hôpital, dans une situation très, très, très complexe où on ne donnait pas cher de ma peau. Et mes amis m'ont trouvé courageux d'être sorti de cette très mauvaise aventure. Donc voilà, le courage. J'aimerais bien, en tout cas, une belle qualité. j'aimerais, voilà, y C'est une arriver. qualité magnifique. C'est le cœur, le courage en plus. Je trouve ça magnifique. Oui. Et si vous étiez un sujet d'actualité tous les deux, alors peut-être pas la crise de l'école, on va changer, un autre sujet d'actualité. Marie Cartier. Ouh là là, un sujet d'actualité. Peut-être que Max Chung-Ming, vous en avez un avant que Marie réponde, je ne sais pas. Ouais. Je trouve que la question de la crise de l'autorité est un sujet d'actualité absolument majeur parce qu'il traverse toute l'éducation, toute la question de l'éducation et au-delà même de l'éducation, des questions plus politiques. Une question Mais je sociétale, vous pense voulez que dire? oui, je pense, oui, parce que je pense que justement l'autorité mal comprise, euh, c'est dramatique de mal comprendre ce qu'est l'autorité, parce que l'autorité est quelque chose de très doux en réalité et de très structurant. Et on ne peut pas concevoir une société, et encore moins de l'éducation, sans une bonne compréhension de l'autorité. Donc ça, je pense que c'est un sujet de société qui traverse bien des problèmes. Mhm. Et vous, Max? Un Moi, sujet d'actualité? moi, ça Si serait vous me lié. permettez, je pourrais dire Max Chung-Ming, mais Oui. on peut dire... Ouais, c'est long en plus, Chung-Ming. Moi-même, j'ai du mal avec mon nom, donc... Oui, mais c'est un joli nom. oui, moi, je parlerai des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques. Voilà, ça serait mon sujet d'actualité. Parce qu'en fait, pour moi, ça symbolise beaucoup de choses en termes d'inclusion et du mot communautaire, parce qu'on a du mal avec le mot communautaire, parce que je crois que les mots ont un sens et on ne sait plus les définir. On confond communautaire et communautarisme. Et là, ce que j'ai vu aux Jeux Olympiques, c'est la version strictement liée au sens premier du terme de communautaire, c'est-à-dire vivre ensemble. Est-ce que c'est possible ou pas ? Quelles que soient ses origines, quel que soit son handicap, sa forme. Mhm. Et donc là, moi, j'étais en grosse dépression avant les Jeux Olympiques et je me suis pris mon shoot d'adrénaline et de Ça vous bonne a humeur. soigné? Ah ouais. D'ailleurs, du coup, on a essayé de prolonger les choses au niveau du travail. On a essayé de rendre les choses plus communautaires sur beaucoup de sujets pour être ensemble. De l'intégrer à l'école? C'est ça que vous voulez Oui, dire? c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, on a fait par exemple hier soir une réunion de rentrée hors de l'école avec tous les partenaires associatifs du quartier, les parents, les élèves, autour d'un buffet, tous ensemble. On était assez nombreux et même si c'est parti un peu dans tous les sens, mais quoi qu'il en soit, on était sous cette forme que j'ai vue aux Jeux Olympiques. Être ensemble. Moi, ça me paraît la première chose pour pouvoir parler de tous les sujets, c'est montrer finalement que quand on enlève la peur, ben pour le coup, il se passe plein de choses positives quand on arrête d'avoir peur des uns et des autres. Merci à tous les deux de vous être prêtés à ce petit jeu. Alors, quelle solution pour restaurer le climat scolaire? Quel rôle les enseignants, les parents et les institutions peuvent-ils jouer? Quels sont les programmes proposés par nos invités? On va tenter de répondre à ces questions avec des exemples concrets, en compagnie de nos deux invités. Max Chung-Ming, auteur de Violence et justice restaurative à l'école et formateur sur les questions de climat scolaire dans l'Académie de Nantes. Et puis Marie Cartier, professeure agrégée de lettres et cofondatrice de l'association Centre Résis, Centre de ressources et d'études systémiques contre les intimidations scolaires. Alors, Marie, vous travaillez depuis plusieurs années au sein du comité d'experts sur le harcèlement scolaire. Les politiques qui ont été mises en place jusqu'ici, comme le programme phare, se veulent adapter à la réalité que vivent les élèves et les enseignants au quotidien. Max Chung-Ming, qu'est-ce que vous pensez de ce programme? Est-ce que vous avez constaté des bonnes choses, mais aussi des limites dans cette approche, dans ce programme phare? Alors moi, d'abord, je suis pas là pour commenter
le programme en soi, moi je pense qu'à partir du moment où il y a un programme, je trouve ça super parce que ça montre qu'il y a d'abord de l'intérêt par rapport à ce sujet et ça nous force, ça nous oblige à traiter la question. Donc ça c'est la première chose. Et je pense que quelque programme que ce soit, une fois qu'il est créé, il faut pouvoir combiner ce qui vient d'en haut, c'est-à-dire les décisions qui sont finalement pour l'école, mais quand même éloignées du terrain, avec ce qui remonte du terrain pour adapter au fur et à mesure les choses, pour améliorer les outils. Et ça, c'est génial. Et moi, je trouve ça très très bien que ça puisse... que ça existe. Marie Cartier, concernant le programme phare, pour vous, il convient aujourd'hui aux réalités du terrain ? Eh bien, je trouve que mon collègue a raison. Le plus important, c'est qu'il y ait un programme et qu'il y ait une volonté et que cette volonté se traduise par une mobilisation du terrain. Et c'est le cas, c'est une qualité. Le programme phare n'est pas parfait et surtout, il a beaucoup de qualités. Il manque peut-être un peu de moyens pour s'appliquer Il veut de donner, façon, en fait, le programme phare, c'est donner des outils aux enseignants pour réagir dans des voilà, situations. c'est vraiment, voilà, c'est quand même vraiment donner des moyens au terrain, c'est-à-dire au personnel enseignants ou vie scolaire ou même tous les personnels scolaires peuvent être impliqués dans le programme phare, dans ces groupes en tout cas qui se forment au sein des établissements pour lutter contre le harcèlement scolaire sur la base du volontariat. Normalement, après, vous savez, le volontariat, des fois, il est un peu forcé, malheureusement, mais bon, l'idée et l'ambition du programme phare tel qu'il a été conçu, c'est quand même d'articuler plusieurs leviers. Créer une équipe par établissement. Ça, c'est quelque chose qu'on avait porté avec le Centre Résis et qui, quelque part, trouve un peu sa concrétisation dans le programme phare. Créer une équipe par établissement de personnel pluricatégoriel, volontaire, qui se forme pour être capable de déceler et traiter toutes les situations d'intimidation ou de harcèlement qui apparaissent, afin qu'aucun élève ne soit laissé seul en souffrance dans son établissement et afin qu'aucune situation ne soit laissée sans traitement. Et il y a d'autres leviers dans le programme phare qui complètent cela, qui sont très intéressants. Bon, la dimension de sensibilisation des élèves, qui n'est pas simple, mais qui essaye vraiment de se mettre en place. Voilà. Et puis, ces élèves qu'on appelle dans le programme phare les élèves ambassadeurs, et qui constituent en fait là un groupe d'élèves volontaires aussi, qui sont donc mobilisés parce qu'ils sont volontaires, sensibilisés à la question du harcèlement scolaire pour bien comprendre de quoi il s'agit et pour finalement être vigilants, être capables de repérer ceux qui ne vont pas bien parmi leurs camarades, parce que les élèves voient tellement de choses que les adultes ne voient pas, et en particulier sur les réseaux sociaux. Et ces élèves-là, donc, peuvent alerter l'équipe d'adultes, pas pour dénoncer des camarades, pas pour révéler des faits. Ils ne sont ni des enquêteurs, ni des délateurs. Ce sont juste des personnes des élèves qui en fait appliquent une règle à laquelle tout le monde est soumis, c'est assistance à personne en danger. Donc, ils observent que quelqu'un ne va pas bien, ils disent simplement voilà, tel élève ne va pas bien. Et ça, c'est tellement précieux, c'est un aspect très très intéressant aussi du programme phare. Donc, vous voyez, ce programme phare a été construit de façon très intelligente. Oui, mais à côté évidemment, de ça, l'application sur le terrain, mais oui. Et à côté de ça, parfait, vous proposez des programmes l'un et l'autre, donc il y a peut-être aussi des limites. Mak Chung-ming, là, parfois, la réponse à un acte de violence, c'est la répression, la punition, le conseil de discipline, et vous proposez une alternative sur le modèle judiciaire, la justice restaurative. Alors, comment est-ce qu'il peut être appliqué dans un cadre scolaire et quel était le point de départ de la réflexion ? Alors, effectivement, comme le disait Marie Cartier, heureusement qu'à un moment donné, on se dit qu'il faut travailler collectivement, mais en tout cas pour ma part, bien avant le programme phare, on a commencé à travailler sur ces questions-là. Parce que c'est quelque chose qui m'anime depuis le début de ma carrière, voire même plus jeune, puisque moi je me considère aussi en posture de bouc émissaire dans plein d'histoires que je pourrais vous raconter depuis ma jeunesse, mais on va éviter. Donc en fait, voilà, moi je considère que le programme phare nous apporte plein d'outils, ça c'est indéniable, et heureusement, et ce à quoi nous on essaie de rajouter ce que j'appelle la lecture du plan. Parce que quand on n'a pas compris ce qui se passait derrière tout ça, parfois on se trompe. Et comme je le disais tout à l'heure, celui qu'on me présente comme victime peut être finalement un des auteurs et vice-versa, parce qu'il y a tous les concepts de posture perverse. Alors je parle de posture, je ne parle pas de structure mentale, mais de comportement.
Et donc, quand on n'a pas convoqué ce que j'appelle le communautaire, on a parfois les mauvaises personnes face à soi. Et pour le coup, régler les choses de façon déconnectée du groupe, eh ben, ça peut parfois amplifier le phénomène. Et donc, la question de la sanction, elle est essentielle, et moi je l'applique au sein de l'établissement, et les collègues autour de moi le font, mais parfois ça ne règle pas la question de la victime, et des fois ça amplifie même le phénomène. Donc on se pose aussi la question de la réparation. Et du coup, la justice restaurative qui est appliquée dans le milieu carcéral, et c'est une chose, mais ça n'a rien à voir avec ce qui se passe à l'école. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y a eu un jugement qui a été prononcé. Donc, ce qui n'est pas le cas à l'école. Ce qui n'est pas le cas à l'école, forcément, puisque, voilà, sinon, déjà, les élèves ne seraient plus à l'école. Ouais. Ils seraient peut-être en prison. Donc là, en l'occurrence, c'est la différence. Et puis, dans le milieu carcéral, on convoque... sur la base du volontariat, quand je parle de convocation, c'est-à-dire qu'on invite plus qu'on convoque, après un long processus, auteurs et victimes. Nous, on est confrontés d'abord à un problème de temporalité. On n'a pas le même temps que la justice, mais surtout, nous, on a quelque chose que le système judiciaire n'a pas, ce sont les spectateurs. Et les spectateurs, c'est pour ça que moi, la question de la sanction, parfois, je crois que c'est réducteur, parce que des fois... ce que je considère, c'est qu'on en veut souvent plus à quelqu'un qui aurait pu intervenir pour vous aider et qui n'a rien fait, alors qu'il aurait pu intervenir sans risque. Qu'à l'auteur lui-même. Voilà. Et parfois, l'auteur se défend de quelque chose que personne n'a perçu, c'est-à-dire d'une norme maltraitante. Moi, j'ai un exemple très concret. Comme je le rappelle, hein, je suis tous les jours face aux élèves, donc je me souviens d'une histoire avec une famille, il y a quelques années de ça, qui a fait un dépôt de plainte contre un élève, puisque maintenant, comme tout le monde parle d'harcèlement et que la vue est un peu brouillée, on se dit, mais qu'a fait le chef d'établissement ? Il n'a pas sanctionné cet élève qui a frappé mon fils. Comment se fait-il qu'il ne soit pas passé en conseil de discipline ? Voilà, c'est lui l'intimidateur. Mais quand on a creusé auprès de la classe et qu'on a pris un petit peu de temps et qu'on a essayé d'éviter de catégoriser, mais d'écouter sans catégoriser en disant, lui, il est intimidateur, lui, c'est la victime, on s'est rendu compte qu'en fait, c'était une bataille entre deux boucs émissaires qui étaient caractérisés par un groupe. Le premier, on le traitait de balance, parce qu'un jour, il a dit que un de ses camarades avait un cutter dans sa trousse. Quant à l'autre, on l'appelle l'emmerdeur. Et donc, quand les enseignants font des groupes, qu'est-ce qui se passe ? Eh ben, en fait, les copains se mettent ensemble, et puis les deux qui restent sur le carreau, ce sont les deux boucs émissaires. Sauf que l'un des deux, lui reste un copain. Et qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il va vers son copain, et... celui qu'on appelle la balance, il reste tout seul. Et quand il voit qu'il est tout seul, il va vers les deux derniers. Et régulièrement, il se prend des petites insultes comme ça, en lui disant « Non, dégage, ta mère la pute, salope », et ainsi de suite. Voilà les mots qui sont dits. Et lui, quand on lui a dit 50 fois le même mot, et que, pour le coup, le groupe s'en est totalement désintéressé, et lui, il se met en mode ce qu'on appelle hérisson, voire porc-épic, et il développe une forme de violence. Et donc, c'est lui qu'on va traiter d'intimidateur. Et c'est lui qu'on va me demander, à moi, chef d'établissement, de passer en conseil de discipline. Et donc là, on se trompe, on confond les choses parce qu'on n'est pas allé au bout de l'histoire. Pourquoi on en arrive là ? Et donc, ce jeune, lui, il est passé au commissariat. Pour lui, c'est une déflagration. Parce qu'il ne peut pas comprendre pourquoi il est éjecté par un groupe, et pourquoi celui qui lui a dit « ta mère la pute » à l'oreille pendant plusieurs mois... Lui, il n'a rien. Lui, il n'a rien. Et pire, lui se fait passer pour victime. Parce que ce sont les parents de celui qui a insulté, c'est-à-dire ce jeune qui s'est fait frapper au bout d'un moment. Ce sont deux boucs émissaires, ce sont deux victimes. Mais il a fallu qu'on se réunisse avec toute la classe pour réaliser ça. Et pour pouvoir remettre des mots au bon endroit. Donc, est-ce que la sanction aurait changé quelque chose ? C'est-à-dire que je sanctionne celui qui a frappé. Alors, est-ce que je répare quelque chose ? Je sanctionne celui qui a insulté à l'oreille. Est-ce que je répare quelque chose ? La réparation, elle commence par la reconnaissance des faits. Et ça fonctionne dans toutes les situations ? Cette réparation ? Ça peut fonctionner. Est-ce que vous mettez des noms comme bouc émissaire, oui. Comme balance ? Est-ce que ça arrive à chaque fois ? Est-ce que dans toute classe, il y a ce phénomène-là ? Dans chaque groupe qui potentiellement a une norme excluante,
il y a bouc émissaire. Et donc, moi, ce que je dis, c'est pas y a-t-il un bouc émissaire, c'est où est le bouc émissaire. Par exemple, moi, quand j'étais prof de PS, puisque j'ai été sur le terrain, je le rappelle, quand je demandais aux élèves, par exemple, de prendre les maillots, et que je prenais les 4 meilleurs de la classe, parce que je faisais pas attention à ça quand j'ai démarré ma carrière. Je prenais les 4 meilleurs. Déjà, j'installe une norme. Qui est choisi en dernier ? Qui n'a pas vécu cette situation ? Moi-même, en tant qu'adulte, toute l'enfance. J'ai vécu j'installe ça. cette norme. Ouais. Mais cette violence n'existe pas qu'à l'école. Elle existe dans le monde du travail, dans l'entreprise. Partout. Partout. Marie Cartier, le Centre Résiste veut outiller les adultes pour avoir les bons réflexes afin de mieux déceler les situations critiques et pouvoir les résoudre. C'est ça, hein, le but. Elle repose sur quel levier éducatif, hein. C'est quoi votre méthode ? Alors, nous développons la méthode de la préoccupation partagée. Et effectivement, je rejoins aussi ce que dit mon collègue, la sanction ne règle pas les situations de harcèlement scolaire. Jamais. Évidemment, la sanction, elle s'applique dès lors qu'il y a un acte sanctionnable. Et je comprends que c'est parfois à contre-cœur, hein, qu'on puisse la poser, j'entends tout à fait, sur un acte sanctionnable. C'est vrai que très souvent, des actes sanctionnables peuvent avoir été commis par des victimes en fait, de harcèlement. On le voit. Et c'est pourquoi c'est vraiment important d'avoir plusieurs leviers. Parce que quand bien même on applique la sanction, on n'a pas fait le travail. Alors, nous, on essaye de repérer effectivement il faut repérer celui qui souffre pour déjà déceler qui est victime, vous voyez, ou qui est cible, disons, je préfère le mot cible, d'intimidation, de brimade, de harcèlement scolaire. Repérons celui qui souffre, celui qui est en position de fragilité par rapport à un effet de groupe, qui est un peu isolé ou qui est isolé tout en étant dans le groupe, qui subit, vous voyez, une pression du groupe. On peut le percevoir à partir de l'observation de signaux faibles. Si tous les adultes développent une bonne capacité d'observation, tous les professeurs, tous les personnels vie scolaire, tous les personnels cantine, même, vous voyez, si et ça, on forme les personnels à avoir déjà la capacité d'observer. En réalité, ils l'ont, mais ils savent souvent pas qu'en faire. Donc déjà, il faut qu'ils sachent qu'en faire. Eh bien, on leur donne un outil. Ils se servent de cet outil pour partager les observations entre eux par rapport à des élèves qui leur semblent n'allait pas très bien. Et puis, ça permet de croiser tous les regards très vite. Ça permet de se rendre compte si effectivement il y a un élève qui inquiète finalement un peu tout le monde sans qu'on en ait tous parlé. Mais finalement, oui, tout le monde a été un peu inquiet pour cet élève à un moment ou à un autre. Alors, on peut se dire, bon, là, il y a quand même un problème. On va recevoir cet élève et on va mettre en place, du coup, un traitement de la situation à partir de cette situation de vulnérabilité de l'élève. On va aller chercher de l'aide pour lui. Et on va mettre fin aux brimades. Donc, cet élève va nous raconter ce qui lui arrive. Alors, même s'il ne nous disait pas la vérité, parce qu'évidemment, ça n'est pas très grave, puisque la méthode de la préoccupation partagée, elle est non accusatrice, non blâmante, elle sert à responsabiliser les élèves, mais sans rajouter de la peur à la peur, effectivement, sans les menacer, sans les culpabiliser, mais en les responsabilisant. C'est une méthode qui repose sur l'idée que lorsqu'on brise l'effet de groupe, lorsqu'on reçoit individuellement les élèves, potentiellement intimidateurs présumés, hein, donc potentiellement intimidateurs ou harceleurs, et témoins, on reçoit un grand nombre d'entre eux, enfin plusieurs d'entre eux, individuellement, par des entretiens très spécifiques, où on partage avec eux finalement l'inquiétude qu'on éprouve pour celui qui ne va pas bien. Vous voyez, et ça, c'est quelque chose de très humain. C'est ce que propose le protocole phare voilà. au sein des Alors, écoles. c'est la méthode de la préoccupation partagée. Le protocole phare propose cette méthode, mais ne l'impose pas. Donc, on travaille dans certaines académies. On a à peu près 22 académies qui nous ont sollicité, mais ce n'est pas non plus, voilà, sur les 30. Il y a une liberté quand même, hein, pour les académies de choisir ce qu'elles veulent faire. Mais l'idée, c'est, voilà, je suis inquiet pour ton camarade, je suis vraiment inquiet, et l'inquiétude de l'adulte est authentique. Donc, on ne peut pas la contester. Vous voyez, c'est quelque chose qui s'impose. Je suis très inquiet, j'ai besoin d'aide. Je trouve qu'il ne va pas bien. Tu as remarqué ? Et j'ai vraiment besoin d'aide. Qu'est-ce que tu pourrais faire ? Donc, en fait, c'est vraiment responsabiliser l'élève en le remettant en lien avec la vision de l'adulte qui rejoint, dans bien des cas, en fait, sa vision à lui. Hein, parce que ne croyons pas que nos élèves sont des monstres. Les harceleurs, ce ne sont pas les enfants des autres. Ce sont nos enfants à tous. Hein. Sur une scolarité de 15 ans, moi, je suis convaincue aujourd'hui que tout élève passe un peu par tous les rôles. Vous savez, on a le temps en 15 ans. Hein, et on est tellement pris dans des effets de groupe, mais ça ne se voit pas tout ça. On ne remarque pas toujours ce que font les élèves. Donc, chaque élève a besoin d'un moment de revenir à soi-même, d'un retour sur soi qui se fait dans ce contact avec l'adulte, qui ne le menace pas,
qui ne l'inquiète pas, qui ne rajoute pas du stress, qui le prend avec gentillesse, confiance, estime, et qui le tire vers le haut, vers la capacité d'être en fait responsable, de prendre conscience qu'un camarade ne va pas bien, et que dans cette éthique qu'incarne l'adulte, on ne peut pas faire subir ça à qui que ce soit. Et ce n'est pas juste parce qu'on veut protéger tel camarade, parce que ce serait notre chouchou. Non, non, on le fait pour n'importe qui, pour n'importe quel enfant qui ne va pas bien. Ça peut être pour celui qu'on rencontre aujourd'hui en tant qu'intimidateur présumé. Demain, on pourra faire cela pour lui s'il en a besoin. Donc il y a une éthique derrière tout ça, qui est une éthique vraiment de la préoccupation de tous pour ceux qui ne vont pas bien, quel qu'ils soient, hein, il n'y a vraiment pas de profil. Et ça permet, si vous voulez, de traiter toutes les situations de harcèlement et d'intimidation, qu'il y ait sanction ou pas, parce que quand il y a sanction, il faut quand même se préoccuper de tous ceux qui ne sont pas sanctionnés et de l'élève victime. Voyez, et même celui qui est sanctionné, ma foi, la sanction, ça ne suffit pas. Alors, je trouve très intéressant la piste de la justice restaurative. Justement, moi, je ne maîtrise pas du tout. Très Ça, rapidement, en ce qui le concerne. pour Oui, les 30 secondes qui restent, Marie Cartier, bien sûr. est-ce que justement, vous parlez d'action de prévention, mais est-ce que ça se compléterait bien avec le processus de justice restaurative? Est-ce que ce n'est pas quelque chose qu'il faudrait imposer? Puisque Moi, les je pense gens qu'il ne faut font jamais que... rien imposer, il faut toujours convaincre. Il faut pas imposer, il faut convaincre. Donc on est là pour ça, Max Etchumli et moi. Moi, je pense que en ce qui concerne les élèves qui ont vraiment commis des actes répréhensibles, hein, et qui portent lourd une faute quelque part, hein, et même ceux qui, c'est vrai que l'idée de restauration est essentielle. Alors dans la méthode de la prévention partagée, ils restaurent d'une certaine manière, puisqu'on leur demande de faire quelque chose pour aider celui qui ne Ouais. va pas bien. Finalement, alors c'est un autre biais, voilà, un autre levier pour arriver à une forme de restauration. Merci à tous les deux. Merci Marie Cartier, vous êtes professeure agrégée de lettres, chargée de cours à l'Université Lyon 2, cofondatrice de l'association Centre Résiste. Je suis obligée de réduire. Max Chung-Ming, merci, vous êtes l'auteur de Violence et justice restaurative à l'école aux éditions Duno. Merci beaucoup à tous les deux pour vos précieux éclairages. Merci.